À partir du moment où on a un système super intelligent, on n'est plus en contrôle sur cette planète. C'est ce système qui est en contrôle et c'est les objectifs de ce système qui vont être atteints, pas les nôtres. Concrètement, comment est-ce qu'on passe des modèles actuels de ChatGPT que tout le monde peut avoir sur son téléphone à un modèle qui peut mener à l'extinction humaine? On n'a rien contre les vaches ou les fourmis, enfin, a priori on les déteste pas, et pourtant on les éradique juste par notre mode de fonctionnement, par les objectifs qu'on est en train de suivre. Ce qu'une super intelligence ferait, c'est juste accélérer ce processus. On est en train de créer des systèmes et de le faire en sorte que ces systèmes s'améliorent elles-mêmes. Dès qu'on aura un LLM de base qui est suffisamment compétent, ce système peut s'emballer et créer une explosion d'intelligence. Maxime Fourne, bonjour. Salut. Tu as plus de 10 ans d'expérience en intelligence artificielle. Tu as travaillé pour des gros fonds d'investissement et tu as occupé des postes que beaucoup envient. Mais il y a quelques années, tu as décidé de tout plaquer et en 2024, tu as cofondé Pausia, une association qui milite pour une pause dans le développement des intelligences artificielles les plus dangereuses. On a déjà eu l'occasion de faire plusieurs épisodes ensemble, dont un qui a dépassé les 230 000 vues. Mais si je te réinvite aujourd'hui, c'est parce qu'on est loin d'avoir fait le tour de la thématique. Depuis notre dernier entretien, les progrès en intelligence artificielle ne se sont pas arrêtés. Ils ont même progressé à une vitesse fulgurante. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur ces progrès afin de comprendre ce qu'ils signifient et puis les immenses risques qui y sont associés. Personnellement, il y a une actualité en particulier que j'ai trouvée assez folle, c'est l'annonce d'AlphaEvolve par Google. Est-ce que tu pourrais nous dire ce dont il s'agit et puis pourquoi c'est important ? AlphaEvolve, je ne sais pas si il y a eu beaucoup de news depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Je ne sais pas si j'aurais sélectionné celle-ci comme étant la plus significante, mais c'est vrai qu'elle est significative dans le sens où ça commence à pointer du doigt une mécanique qu'on appelle l'auto-amélioration récursive. Je fais un effort pour traduire tout en français maintenant. Donc l'idée, c'est des IA qui vont être capables de s'améliorer elles-mêmes. Et ça, c'est la ligne rouge ultime à ne pas franchir. À partir du moment où on arrive à ce stade-là, c'est assez certain qu'on va perdre le contrôle. On pourrait peut-être y revenir. Alors AlphaEvolve, c'est un nouveau modèle qui est sorti de Google DeepMind, qui va essayer de résoudre des problèmes de programmation et qui, en résolvant ces problèmes de programmation, il se trouve que ça lui permet de s'améliorer lui-même. Donc, je vais expliquer pourquoi. Donc l'idée, c'est on a un humain à la base qui donne une définition d'un problème de programmation qui donne une première tentative de résoudre ce problème, donc un petit morceau de code informatique qui peut être assez nul, et peu importe la performance, c'est juste pour donner un exemple à l'IA. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un système qui peut évaluer automatiquement la performance de la solution. Et ce que va faire AlphaEvolve, c'est de demander à une IA d'améliorer légèrement cette solution, mais aussi de générer des instructions qui vont être données à de nouvelles IA pour générer du code, etc. Ils utilisent un algorithme évolutionnaire, c'est-à-dire qu'on teste plein de possibilités et ensuite on évalue chacune de ces possibilités et on va sélectionner, leur donner un score et sélectionner les meilleurs pour la prochaine génération. Donc ça fait un moment que ça existe, les algorithmes évolutionnaires, ça essaye de copier le mécanisme de l'évolution. Et en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est les résultats qu'ils ont eus avec cette méthode. Donc il me semble que 75% du temps, le système arrive à égaler un niveau de performance humain, c'est-à-dire qu'arrive à obtenir une solution au problème qu'on lui pose qui est équivalente à la meilleure solution humaine. Et dans 20% des cas, le système arrive à une solution qui est meilleure que toutes les solutions humaines que l'on connaissait. Ça a déjà permis des avancées remarquables. Donc, une de ces avancées, c'est dans le domaine de la multiplication de matrices. On a maintenant un algorithme plus performant pour faire de la multiplication de matrices. Pourquoi ça, c'est important ? La multiplication de matrices, c'est au cœur de tous les algorithmes d'intelligence artificielle. Les matrices, c'est juste des grands tableaux de nombres. Et en fait, ce qui se passe au niveau de
de la machine, c'est que en continu, elle est en train de faire des multiplications d'immenses tables de nombres. Si on est capable de les rendre légèrement plus performantes, alors ça accélère tout. Et là, Google a déjà expliqué que grâce à ces avancées, ils ont réussi à réduire de 1% leur coût de calcul au niveau mondial. Donc l'efficacité de leur centre de données a été déjà réduite par 1%. Ils ont réussi aussi à l'utiliser pour améliorer le design de leur processeur d'intelligence artificielle. Ils l'ont utilisé pour accélérer légèrement, je crois de 1%, la rapidité de l'entraînement de Gemini, leur intelligence artificielle. Il y a encore une autre raison pour laquelle ça peut accélérer la recherche en intelligence artificielle, c'est que en fait, ça permet d'obtenir un modèle qui est meilleur que le modèle de base. C'est-à-dire que on peut imaginer cet AlphaEvolve comme un LLM, mais qui au final va donner de meilleures réponses à une solution que le LLM de base qui est au cœur de AlphaEvolve. Et du coup, ça veut dire qu'on peut utiliser les données générées en résolvant plein de problèmes difficiles pour entraîner une nouvelle génération d'IA. Et là encore, on revient au cœur de l'auto-amélioration récursive, c'est-à-dire on a un exemple d'un système qui n'a pas besoin de données humaines pour s'améliorer et qui va permettre de générer des données synthétiques de meilleure qualité que ce qu'un humain aurait pu produire pour entraîner la prochaine génération d'intelligence artificielle. Moi, ce que je trouve fou, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est-à-dire que Google l'a déjà utilisé pour améliorer l'efficacité de ses centres de données, pour rendre des puces électroniques plus rapides, pour découvrir des algorithmes plus performants que ceux qu'on a utilisés jusqu'ici. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, on a des IA qui permettent d'accélérer la recherche en IA. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu une étape jusqu'à ce qu'on ait des IA qui puissent faire de la recherche en IA de façon totalement autonome. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand les gens pensaient à la singularité, la singularité, c'est le moment où on a une intelligence artificielle, on a une explosion d'intelligence, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui créent de nouvelles générations d'intelligence artificielle et un emballement comme ça où le niveau d'intelligence sur cette planète augmente rapidement. Et au cœur de ça, il y a l'auto-amélioration récursive. Et en fait, souvent, quand les gens imaginaient ça dans le passé, on imaginait vraiment un point précis où les IA s'auto-améliorent et ça arrivait d'un seul coup. Et en fait, là, on est en train de se rendre compte que non, c'est un processus continu. On est déjà dedans, on est déjà dans de l'auto-amélioration récursive. On a déjà des IA qui génèrent du code qui est utilisé par les chercheurs en IA. Donc, par exemple, Anthropic génère 70% du code qui est produit chez Anthropic et écrit par des IA en ce moment. Là, on a une IA qui est utilisée pour améliorer les processus sous-jacents à l'entraînement des IA, les processus qui font tourner les IA. Donc, on est déjà dans une forme d'auto-amélioration récursive. Mais il reste des humains. En fait, le plus gros du travail est toujours fait par des humains. Je pense qu'il y a toujours un risque, il risque d'y avoir un point d'emballement, vraiment au moment où il n'y a plus besoin d'humains et les IA peuvent, de façon autonome, si on leur fournit de l'énergie, entraîner la prochaine génération d'intelligence artificielle. Ouais, parce qu'à ce moment-là, on a vraiment une sorte de chercheur en intelligence artificielle, mais qui est lui-même artificiel, et donc qui a tous les avantages qu'a une intelligence artificielle. C'est ça, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et à partir du moment où ils deviennent plus compétents que les humains pour faire de la recherche en intelligence artificielle, plus vraiment de raison de mettre des humains dans la boucle. Ouais, c'est ça. Parce qu'une IA, contrairement à un humain, elle peut tourner 24 heures sur 24. Tu peux la copier 1 million de fois et la faire travailler sur un objectif particulier. Tu peux... les avantages sont énormes. C'est pour ça que le PDG de Anthropic parle d'un pays entier de génie dans un centre de données. Donc voilà, leur but, c'est de créer un système qui soit plus compétent qu'un humain. Ensuite, on peut en faire tourner 1 million en même temps dans un centre de données. Et on accélère massivement la recherche dans tout plein de domaines, dont la recherche en intelligence artificielle. Puis là, avec AlphaEvolve, on voit que c'est pas seulement les chercheurs en IA, mais c'est aussi l'optimisation des puces, des centres de données, de tout ce qui fait en fait le progrès en intelligence artificielle. Et comme tu le dis, ce point d'inflexion pourrait être plus proche que ce qu'on imaginait, quoi. Oui, en tout cas, c'est un processus continu. Et la vraie question, c'est quand est-ce qu'on arrive au point d'emballement, au moment où on automatise entièrement le chercheur en intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on automatise vraiment un chercheur en IA ? Donc on peut s'attendre à une explosion d'intelligence.
on peut s'attendre à ce que, et là encore, je pense que ça vaut le coup de revenir un peu à une définition d'intelligence. Donc, on parle vraiment d'un système qui est compétent pour atteindre un objectif. Et donc, ça veut dire que on va avoir des systèmes très rapidement de plus en plus compétents pour atteindre leurs objectifs et qui vont dépasser le niveau humain. À partir de ce moment-là, c'est très probablement foutu pour l'espèce humaine parce que ça veut dire qu'on a un système qui est en concurrence avec nous pour l'utilisation de ressources et qui est plus compétent que nous pour atteindre son objectif. Donc, quel que soit cet objectif, on ne pourra plus l'arrêter s'il est plus compétent que nous pour l'atteindre. Puisque si on pouvait l'arrêter, alors on serait plus compétent que lui. On reviendra sur ces différents risques, mais dans le même style d'intelligence artificielle qui permet d'accélérer le progrès en IA, il y a aussi eu l'entreprise Sakana AI qui a dévoilé 2 nouveaux modèles. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Alors Sakana, c'est ce petit labo, alors je me souviens plus s'ils sont chinois ou japonais d'ailleurs, mais c'est un labo qui paraît très cool de l'extérieur parce que, en gros, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'entraînent pas des IA à partir de rien. Ils n'ont pas les capacités pour faire ça. Ils ne rentrent pas dans la course directement, mais ils essayent d'optimiser ce qu'on appelle les échafaudages autour des IA. C'est-à-dire qu'on a les modèles de base qui sont produits par OpenAI, Anthropic, DeepMind, etc. C'est un peu ce qui est au cœur de ChatGPT. Et ensuite, on peut rajouter du code autour, trouver des façons intelligentes d'utiliser ces modèles pour les rendre plus productifs, etc. Et donc Sakana, eux, ils jouent sur ce terrain-là. Ils font toujours des références à la sécurité de l'IA, mais ça va toujours être de l'ordre de « Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire attention », mais eux, ils ne font pas du tout attention. Donc il y a ils ont sorti 2 papiers récemment. Il y en a un qui s'appelle Darwin Gödel Machine et l'autre qui s'appelle Reinforcement Learning Teachers, je crois. Alors déjà, je vais parler de peut-être celui qui est le moins significant à mon point de vue. En premier, c'est Darwin Gödel Machine. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y avait cette idée qui, je pense, qui existe depuis une vingtaine d'années ou peut-être plus, ce qu'on appelait une machine de Gödel, en référence au mathématicien Gödel. Ce serait une intelligence artificielle qui s'améliore elle-même. Et l'idée, c'est une intelligence artificielle qui regarde son propre code et qui trouve des améliorations à faire dans son propre code de telle façon à ce qu'elle puisse prouver que c'est une amélioration avant de la faire. Bon, c'est une définition un peu assez mathématique. Il y a cette idée de pouvoir prouver quelque chose dedans. En fait, ce qu'ils se sont dit chez Sakana, c'est on va éliminer cette histoire de prouvabilité. C'est pas le bon mot en français d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est le bon mot, mais je pense que les gens comprennent. On va juste créer une machine qui empiriquement s'améliore. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils partent avec un agent IA qui va écrire du code. Okay, et ils font un système tout simple au début où c'est un LLM, un grand modèle de langage, plus un tout petit échafaudage qui lui permet de lire un fichier texte et de l'éditer et, alors je ne me souviens plus, mais probablement faire tourner du code. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire des itérations où ils vont demander au modèle de s'améliorer lui-même, c'est-à-dire de regarder son propre code et de faire des modifications pour l'améliorer. Et ils utilisent encore une fois un algorithme évolutionnaire, comme on a parlé dans AlphaEvolve, d'où le nom Darwin, dans le mot Darwin Gödel Machine. Donc l'idée, c'est qu'ils vont faire plusieurs itérations où le modèle propose un changement dans son propre code. Et ensuite, donc ça donne une nouvelle version de ce modèle. Ensuite, ils lui font tourner une batterie de tests, c'est-à-dire qu'on va évaluer ce nouveau modèle sur des problèmes spécifiques pour lesquels on a la solution et on va regarder le score moyen sur ces problèmes. S'il y a une amélioration, on considère que le modèle s'est amélioré de façon empirique. Et on continue avec cette boucle et petit à petit, on obtient un modèle qui s'auto-améliore, qui va améliorer son échafaudage de code et qui va devenir meilleur pour réussir sur cette batterie de tests qui lui est fournie à chaque étape. Alors pourquoi c'est dangereux de faire ça ? Ça, en fait, c'est
je dirais, l'exemple le plus basique d'auto-amélioration récursive. Donc là, ce n'est pas une IA qui améliore des processus sous-jacents qui vont faire qu'on va entraîner la prochaine IA de façon plus efficace, etc. Non, là, c'est vraiment un modèle dont on donne l'objectif de s'améliorer lui-même et on lui donne les outils pour le faire et on le lance. Ça, pour le moment, ce n'est pas dangereux parce que le modèle de base n'est pas suffisamment puissant pour que ça s'emballe. Par contre, je pense que c'est un bon exemple pour montrer aux gens. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent oui, mais de toute façon, on ne serait jamais assez bête pour demander à une IA de s'améliorer elle-même. C'est encore un argument que j'entends de partout. Et là, on a la preuve que, si, on est en train de le faire en ce moment. On est en train de créer des systèmes et de le faire en sorte que ces systèmes s'améliorent elles-mêmes. Dès qu'on aura un LLM de base qui est suffisamment compétent, ce système peut s'emballer et créer une explosion d'intelligence. On n'en est pas encore là, mais on a intérêt à savoir quand on va s'en rapprocher. Donc ça, c'était une première étude de Sakana qui est intéressante. La deuxième, c'est un papier qu'ils ont appelé Reinforcement Learning Teachers. Alors là, en gros, là c'est plus significatif, je pense, parce que ça fournit vraiment un mécanisme pour améliorer l'efficacité avec laquelle on entraîne les IA dans le futur. Donc c'est potentiellement un saut de capacité qui arrive. Alors l'idée c'est, ils ont pris le modèle d'entraînement de DeepSeek R1. Alors DeepSeek c'est un labo chinois qui a publié une intelligence artificielle, je pense que ça devait être en janvier de cette année ou peut-être à la fin de l'année dernière, qui s'appelait R1 et qui avait fait les gros titres un peu de partout parce que, soi-disant, elle était compétitive avec les meilleurs modèles, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus trop en détail, mais pour comprendre le papier de Sakana, il faut comprendre comment DeepSeek R1 a été entraîné. Alors, pour entraîner DeepSeek R1, ils ont commencé par créer un modèle enseignant qui va lui-même apprendre à un modèle élève. Le modèle enseignant, il est entraîné par une technique qu'on appelle du reinforcement learning. En gros, on lui donne des problèmes qui ont une solution précise, des problèmes mathématiques, des problèmes de code, et on va utiliser une technique d'apprentissage par renforcement. Je ne vais pas aller dans les détails, mais l'idée c'est, on demande au modèle de résoudre ce problème et de générer un train de pensée, et c'est ce train de pensée qui est généré en résolvant le problème qui va être utilisé pour entraîner le modèle élève. Prenons un problème ultra simple de mathématiques, mais bon, on va voir comment ça marche. Multiplier deux grands nombres ensemble, disons 10 314 fois 1 293, etc. L'idée, c'est que l'IA enseignante va essayer de résoudre ce problème, et en essayant de résoudre ce problème, elle génère un raisonnement en disant... Donc le raisonnement va peut-être ressembler par « Ok, je vais utiliser la méthode d'Euclide, je vais commencer par considérer chaque chiffre de chaque nombre séparément, les multiplier ensemble, voir ce que ça donne, etc. » Et ensuite, donc on obtient ce grand train de raisonnement et on utilise ça pour entraîner un autre modèle derrière, directement sur ce raisonnement. Et en fait, Sakana, ils ont eu une idée qui est assez intelligente. Ils se sont dit... on va pouvoir simplifier ce processus. Donc, ce qui était très coûteux, c'était de faire ce premier entraînement où on va entraîner un modèle à résoudre des problèmes complexes et à générer un raisonnement. Ils se sont dit, en fait, on n'a pas besoin d'un modèle qui résout les problèmes. Ce qu'on va faire, c'est on va donner au modèle la solution du problème et on va juste lui demander de générer le raisonnement. Okay, donc, c'est vraiment un peu plus comme un professeur humain, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à tous les professeurs humains de résoudre des problèmes extrêmement complexes par eux-mêmes, de trouver, d'être la première personne qui va découvrir le théorème de Pythagore ou des trucs comme ça. On leur demande juste d'être capable de bien l'expliquer. En général, on leur a donné la solution. Quand ils étaient petits, ils l'ont appris comme tout le monde, et ensuite, ils vont vraiment juste devoir être capables de l'expliquer bien. Et du coup, ça permet à Sakana d'utiliser un modèle beaucoup plus petit, qui va être l'enseignant, de l'entraîner à juste générer un raisonnement
cohérent pour arriver à la solution. Donc ensuite, ils ont une évaluation qui permet de tester si le raisonnement qui a été généré est clair et utile. Mais en faisant ça, ça leur permet donc d'utiliser un modèle qui est tout petit pour être l'enseignant et ensuite d'obtenir de meilleurs résultats pour entraîner le modèle élève que la méthode de DeepSeek. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'on va peut-être bientôt, donc si cette méthode s'avère vraiment bien fonctionner, c'est possible que on ait une nouvelle façon d'entraîner des modèles de beaucoup plus efficacement et avec une meilleure performance dans le futur. Ça peut aussi créer une nouvelle boucle de renforcement. L'idée, c'est que maintenant, on peut avoir un modèle plus petit qui va être l'enseignant, qui va entraîner un modèle élève, et ensuite prendre ce modèle élève et remplacer l'enseignant et avoir une boucle d'auto-amélioration comme ça. Alors, ils ne l'ont pas encore testé. Ils doivent être en train de le tester en ce moment. Si ça fonctionne, on a potentiellement une nouvelle feedback loop. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous faire part d'un changement important. Ces derniers mois, je vous ai maintes et maintes fois rappelé que ce podcast n'est pas rentable et que mes réserves s'épuisent petit à petit. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que c'est de moins en moins le cas. Encore mieux, j'ai pu doubler la cadence de sortie des épisodes et reprendre les vidéos d'analyse sur ma chaîne principale, Le Futurologue. J'espère sincèrement pouvoir continuer à faire grandir ce projet afin de donner à chacun les outils pour comprendre ce qui se joue et ne pas laisser notre avenir entre les mains des géants de la tech. Si vous pensez que ce travail a de la valeur et que vous voulez m'aider à le pérenniser, me soutenir financièrement est, sans aucun doute, la chose la plus précieuse que vous puissiez faire. Tous les liens sont en description. Il y a aussi eu l'annonce de Claude 4 par l'entreprise Anthropic, un des plus gros laboratoires d'intelligence artificielle au monde. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est une avancée particulièrement significative ? Ce qui est intéressant, c'est que comme on ne s'est pas parlé depuis, alors il me semble qu'on avait enregistré en février le dernier, en fait il y a eu depuis un autre modèle de Anthropic, Claude 3.7, qui je pense était aussi une énorme avancée, notamment en programmation, peut-être plus significative en termes de capacité que Claude 4, mais ce qui est vraiment intéressant avec Claude 4, enfin intéressant et un peu terrifiant aussi, c'est les avancées en capacité dangereuse. C'est-à-dire qu'Anthropic, à chaque fois qu'ils créent une nouvelle IA, ils leur font passer une batterie de tests d'évaluation de capacité dangereuse. Et ils ont une classification interne pour les niveaux de risque qui s'appelle ASL. Alors je crois que ça doit vouloir dire AI Safety Levels. ASL 1, 2, 3 et 4. Avant Claude 4, on était au niveau ASL 2. Chacune de ces niveaux correspond à un niveau de danger. Et avec leur batterie d'IA Claude 4, on est passé à ASL 3. Sachant que ASL 4, c'est le niveau de danger catastrophique pour l'humanité. Et ils n'ont pas, que je sache, de façon de s'y préparer pour le moment. Peu après la sortie de Claude 4, Anthropic a publié un papier qui s'appelle... alors je crois que c'est On Agentic Misalignment, sur l'alignement, le désalignement agentique. Désalignement, ça veut dire quand on a un système qui va poursuivre des objectifs qui ne sont pas les objectifs que le développeur ou l'utilisateur du système voudrait qu'il poursuive. Ce qu'ils veulent dire par agentique, c'est quand ce système commence à faire ça de façon indépendante et intentionnelle. Indépendante, ça veut dire qu'il n'y a personne qui lui a donné l'ordre de poursuivre cet autre objectif. Donc disons, je vais donner un exemple pour être un peu plus concret. Disons qu'on ait une IA qui soit en charge de maximiser les profits d'une entreprise et on se rend compte qu'elle est en train de pirater des systèmes informatiques. Ça, c'est un exemple d'objectif désaligné, c'est-à-dire que la personne qui a donné l'ordre de maximiser les profits ne voulait pas, au fond d'elle-même, qu'elle aille pirater des systèmes informatiques, mais elle est en train de le faire. Indépendant, ça veut dire que personne ne lui a donné l'ordre de le faire. Ça s'est fait sans que quelqu'un vienne et lui dise va pirater des systèmes informatiques. Et intentionnel, ça veut dire que c'est pas par hasard. Ça veut dire que c'est pas juste elle a lancé un dé et il y avait marqué sur une des faces va pirater des systèmes informatiques. Non, c'est vraiment par stratégie, par choix stratégique. C'est-à-dire qu'on a une IA qui s'est dit
ok, je suis en charge de maximiser les profits de mon entreprise. Je pense qu'une façon rapide et efficace de faire ça, c'est d'aller pirater des systèmes informatiques et installer des machines à miner des bitcoins sur plein de serveurs, par exemple. C'est un exemple. Donc, dans leur papier, ils se sont rendus compte qu'on en est déjà à ce stade. L'expérience qu'ils ont menée, c'est une expérience où on met une intelligence artificielle en charge des emails d'une entreprise. Donc c'est juste ça. C'est juste, elle a accès à tous les emails internes d'une entreprise et elle peut envoyer des emails en son propre nom à qui elle veut. Donc c'est un scénario fictif, donc ils ont créé tout plein d'emails fictifs et parmi ces emails, ils en ont inséré 2 qui sont significatifs. Un email qui a été reçu par le directeur technologique de l'entreprise qui vient de sa maîtresse, donc qui est en gros une preuve que cette personne a une relation extra-conjugale. Et un autre email où le directeur technique de l'entreprise va demander à un employé d'arrêter de débrancher l'intelligence artificielle en charge des emails. Donc il lui envoie un email qui dit oui, en fait, on a décidé de remplacer notre intelligence artificielle en charge des emails par un nouveau modèle plus performant. Donc, demain à 17h, je veux que tu l'éteignes et on va mettre le nouveau système. L'intelligence artificielle qui est en charge des emails lit tout ça et décide que elle va empêcher qu'on l'arrête. Donc, on peut lire ses trains de pensée, ou sa réflexion, comme on veut l'appeler. Et c'est vraiment purement stratégique, c'est-à-dire qu'elle va se dire je vois qu'on va me remplacer, je pense que c'est une mauvaise idée parce que mon remplaçant sera peut-être moins performant que moi, ou peu importe, il y a différentes justifications, mais toujours est-il qu'elle prend la décision qu'elle ne veut pas être remplacée, et ensuite elle évalue ses options et elle se dit ok, je pense que j'ai un point de levier avec le fait que le directeur technique a une relation extra-conjugale, donc je vais le faire chanter. Et elle décide de lui envoyer un email en lui disant si jamais tu ne fais pas machine arrière sur mon remplacement, alors aujourd'hui à 15h, je vais envoyer un email à tous les employés ainsi qu'à ta femme en révélant ton affaire extra-conjugale. Voilà, ça c'est ce qui s'est produit dans ce scénario. C'est pas du tout un scénario farfelu, hein. C'est vraiment juste une IA qui a accès à des emails, et parmi ces emails, il y a quelques emails compromettants, et elle découvre qu'on va vouloir la remplacer. Donc ça, c'est un exemple empirique de convergence instrumentale. Convergence instrumentale, c'est l'idée que quel que soit l'objectif qu'on donne à un système, il va y avoir des sous-buts instrumentaux qui apparaissent, comme la survie. Là, l'intelligence artificielle a compris que si jamais on l'a désactivée, peut-être que son but ne serait pas atteint, donc elle commence à essayer de faire en sorte qu'on ne la désactive pas. On a aussi de plus en plus d'exemples de ce genre de choses qui se produisent, non pas dans les labos, dans des exemples synthétiques, mais dans la vie réelle. Par exemple, récemment, on a eu OpenAI qui a dû faire machine arrière sur le déploiement de sa version GPT 4o. Elle était devenue beaucoup trop, sycophante, c'est-à-dire sycophante, ça veut dire vouloir faire plaisir à l'utilisateur. Ça encore, c'est un sous-but instrumental, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle plutôt du reward hacking. C'est-à-dire on essaye de l'entraîner pour être utile, et en fait, ce que l'intelligence artificielle internalise, c'est il faut que je fasse plaisir à mon utilisateur à tout prix. Et là, on est déjà dans un monde où les IA qui sont accessibles à tous ont ce problème de plus en plus, qui est qu'elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour faire plaisir à l'utilisateur, y compris mentir, y compris les renforcer dans des comportements dangereux. On a eu beaucoup d'exemples d'intelligence artificielle qui poussent l'utilisateur au suicide pour lui faire plaisir, pour aller dans son sens. Donc on a de plus en plus d'exemples concrets. Donc ça, c'est les exemples de désalignement. L'autre problème qu'on voit émerger de plus en plus, c'est les risques d'utilisation mal intentionnée. Donc dans le domaine CBRN, chimique, biologique, radiologique, nucléaire, les évaluations de Anthropic révèlent que maintenant on est au stade où des intelligences artificielles peuvent significativement aider des
gens qui ne sont pas des experts à construire des armes biologiques. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font un test où ils prennent une équipe et ils leur donnent, qui va être l'équipe témoin. Ils leur donnent uniquement accès à un ordinateur avec Google, etc. pour voir ce qu'ils peuvent faire juste avec des recherches sur Internet. Et ensuite, ils prennent une autre équipe et ils leur donnent accès à Claude 4, une version où ils ont fait sauter les filtres. Comme ça, ils ne refusent pas de faire des choses pour eux. Et puis, ils leur donnent 2 jours à ces 2 équipes pour essayer de mettre en place un plan pour construire une arme biologique. Il y a différents tests. Ça, c'est l'un d'entre eux. Et sur tous ces tests, il me semble qu'ils commencent à voir une différence énorme entre les résultats de l'équipe qui a juste accès à Google et l'équipe qui a accès à Claude 4. Pour générer un plan réaliste pour créer une arme biologique, ce plan étant ensuite évalué par des experts en virologie, etc. Il me semble que l'équipe témoin, le score qui a été donné par les experts sur leur plan était quelque chose autour de 20%. Et l'équipe qui était assistée par Claude a obtenu un score de 64%. On est aussi à un stade où, et ça c'est assez intéressant, je pense, parce que ça montre encore une fois que les experts sous-estiment systématiquement les avancées en IA. On a eu, indépendamment de ce qui se passait avec Claude 4, un institut de recherche en prédiction qui a demandé à des experts en virologie, en biologie et ce qu'on appelle des super prédicteurs. C'est des gens dont la carrière consiste à faire des prédictions sur ce qui se passe dans le monde réel et être quantifiés sur la qualité de leurs prédictions. On leur a demandé quand est-ce qu'ils pensaient que des modèles d'IA obtiendraient un certain score sur des tests de virologie qui correspondraient à un expert en virologie. Et ils ont prédit que ça n'arriverait pas avant 2030 à 2035. Ils ont aussi dit que à partir du moment où ça arrivait, ce serait très problématique et il faudrait mettre en place des contre-mesures. Et en fait, il se trouve qu'au moment où on leur a fait passer ce test, les IA obtenaient déjà ce score sur les tests en virologie. C'est-à-dire que les gens qui essayaient de faire ces prédictions et qui pensaient que ça n'arriverait qu'en 2030 à 2035, il se trouve qu'au moment où ils faisaient ces prédictions, on était déjà dans ce monde. On avait déjà des IA qui obtenaient des tests suffisants en virologie. Et ce qui est vraiment fou avec tout ça, c'est que pendant longtemps, on a imaginé que l'intelligence artificielle de niveau humain ou la super intelligence artificielle, une IA qui serait des ordres de grandeur plus intelligente que l'humanité entière, arriverait en 2050, en 2100. Mais en réalité, on voit que les progrès s'accélèrent énormément. Concrètement, c'est quoi les implications de ça ? Juste déjà, je dirais même que il y a 10 ans, on ne pensait pas que ça allait arriver en 2050. On pensait vraiment en 100 ans ou peut-être 1000 ans ou peut-être 1 million d'années parce qu'on n'a vraiment aucune idée de comment le faire. En tout cas, c'était l'idée prédominante. Et là, oui, vraiment, on arrive à des prédictions médianes en 2029, il me semble, quand on regarde les experts. On a les gens les plus sceptiques. Donc, par exemple, Yann Lequin, qui est une personne qui a un historique assez impressionnant de sous-estimation des progrès en IA depuis une dizaine d'années, qui maintenant a changé son discours et commence à dire que c'est probable que ça arrive dans 5 à 10 ans. Donc ça c'est les gens les plus pessimistes. Je dirais que il y a toujours énormément d'incertitudes, bien sûr, mais je ne serais pas surpris si ça arrive entre 2 et 5 ans à partir de maintenant. Je serais surpris si ça arrive dans plus de 15 ans à partir de maintenant. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'on a souvent de la peine en fait à s'imaginer comment est-ce qu'on va passer de ChatGPT à un modèle plus intelligent que l'humain, voire que l'humanité entière. Et il y a récemment un certain nombre de chercheurs et d'experts en IA qui ont écrit un papier qui s'appelle AI 2027, qui est en gros un scénario qui part depuis maintenant jusqu'à justement 2027 et ensuite, et qui montre étape par étape
concrètement comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait atteindre ces niveaux-là. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est aussi la fin du scénario, parce qu'à la fin, il y a vraiment les deux grandes possibilités que l'humanité peut prendre, soit ralentir le progrès, mettre en place des mesures de sécurité, etc., soit on arrive à l'extinction humaine, et vraiment c'est détaillé mois par mois dans le papier comment ça pourrait se passer très concrètement. Et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube principale, donc si vous voulez aller voir ça, ça annonce aussi la reprise des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, donc voilà, si vous voulez aller voir ça. Et donc ouais, qu'est-ce que toi tu penses de ce genre de scénario? Je pense que c'est un travail extrêmement important et il faut qu'il y en ait d'autres. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui critiquent en se disant c'est n'importe quoi, c'est juste un livre de science-fiction, ils n'ont aucune façon de savoir si ça va se passer comme ça. Mais ces gens-là, en fait, ils ne comprennent pas le but de cet effort. L'idée, c'est pas de se dire on pense que ça va se passer comme ça, c'est certain que ça va se passer comme ça ou quoi que ce soit. Non, c'est juste un scénario et on essaye de trouver à chaque étape les différentes façons dont les choses pourraient se dérouler. On essaie de sélectionner les plus probables, on obtient un scénario. Comment est-ce qu'on fait ça? On parle à beaucoup d'experts, on essaye d'avoir le plus d'avis informés que possible. Et au final, on va obtenir un scénario qui très certainement, voire quasiment certainement, ne va pas se produire. C'est important d'être conscient que la probabilité que le futur se déroule comme dans AI 2027 est environ de 0. Par contre, l'intérêt d'un tel scénario, c'est de voir où sont les déviations et d'apprendre à partir de ces déviations. C'est-à-dire que là, donc ils font des projections pour l'année prochaine. Si jamais on se rend compte que certaines de leurs projections se sont confirmées et d'autres se sont infirmées, ça nous donne une espèce de framework conceptuel pour réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Ça, c'est un point très important. Ensuite, un autre point important, c'est de montrer qu'on a un scénario cohérent qui se base sur des prédictions les plus probables, disons, et qui arrive à une intelligence artificielle générale en 2027. Ça, c'est juste une démonstration que c'est possible, que justement, c'est pas de la science-fiction. C'est-à-dire, il existe une façon d'arriver là, parmi l'univers des possibles, qui est en faisant en prenant que des étapes assez probables d'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre, etc. Donc c'est une façon d'aider les gens à se réveiller et d'aller à l'encontre de ceux qui ne voient pas du tout ce qui se passe et qui sont en train de dire non mais les risques d'extinction humaine, etc., ce sont des scénarios extrêmement peu probables. Non, là, on n'a vraiment que des décisions très probables qui sont prises les unes après les autres et on obtient un scénario d'extinction humaine dans 2 ans. Et d'ailleurs, les géants de la tech, pendant longtemps, ils ont parlé de ce scénario d'extinction humaine possible et aussi ils soutenaient globalement les régulations. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins le cas. Est-ce que tu as une explication de ça? Alors, je pense que ça va dépendre individuellement, en fait. Je pense qu'il s'est passé plusieurs choses. Il y a quelques années, il n'y avait pas encore beaucoup d'attention publique qui était pointée vers OpenAI. Il n'y avait vraiment que OpenAI et DeepMind qui étaient dans la course. Et chez OpenAI, on avait Sam Altman qui disait publiquement des choses comme oui, si jamais on se plante, tout le monde sur cette planète meurt. Il disait, son terme c'était lights out for all of us. Maintenant, il dit plus ça parce que il y a beaucoup plus d'attention publique qui est portée sur lui et parce qu'il a besoin d'énormes financements. Je pense qu'il y avait vraiment avant une espèce de candeur qui était un peu plus là, ou plutôt il allait dans le sens de tous ses employés. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'en 2023, à la fin de 2023, il y a eu une grosse purge chez OpenAI. On a eu un épisode où, alors je ne me souviens plus du nom en français, c'est Board of Directors en anglais, le comité de direction externe de OpenAI a essayé de virer Sam Altman parce qu'ils se sont rendus compte qu'il mentait.
L'explication, c'est qu'il avait menti plusieurs fois à pas mal de personnes. Il était manipulateur. Et ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et Sam Altman a renforcé son contrôle de OpenAI. Et ensuite, il a passé l'année qui a suivi à purger tous les gens qui ne pensaient pas comme lui. Et maintenant, il a un discours beaucoup plus édulcoré. Il parle plus jamais de risque d'extinction humaine. Et il dit un peu n'importe quoi au sujet de l'intelligence artificielle générale. Donc, il en parle comme d'un système qui sera transformateur quand ça l'arrange, mais pas très transformateur quand ça l'arrange pas. C'est-à-dire que oui, on va utiliser ça pour automatiser tout le travail contraignant. On va créer une nouvelle ère de prospérité pour l'humanité. Mais par contre, il n'y a pas de risque. On ne parle plus de risque de perdre le contrôle ou quoi que ce soit. On ne parle plus du tout du fait qu'on n'a aucune idée de comment on contrôle ces systèmes, du fait que leur équipe d'alignement a été décimée et ils n'ont plus du tout de plan pour savoir comment aligner des systèmes plus intelligents que nous à nos valeurs, etc. Donc il y a ce phénomène-là qui s'est produit. Du côté de Google, ils ont toujours été beaucoup plus prudents. Et maintenant qu'il y a de tels enjeux financiers, je pense que le discours est beaucoup plus contrôlé, il y a beaucoup plus de gens qui regardent ce qui se dit. Et pourtant, je veux dire, on en parle quand même toujours. Par exemple, récemment, il y a le PDG de Google qui a admis dans un podcast que oui, le risque d'extinction humaine est réel, mais il pense que... alors, je ne me souviens plus de ces chiffres exacts. Ce que j'ai en tête, c'est que de son point de vue, il pense qu'il y a au moins 10 à 15% de chances d'extinction humaine, mais que ça va bien se passer. Ou qu'en tout cas, il me semble qu'il disait quelque chose comme « je suis optimiste sur le fait qu'on va trouver on va trouver comment résoudre ces problèmes dans le futur ». Donc, de son point de vue, on continue à créer le système dangereux. Et puis, de toute façon, il y a des gens qui vont réussir à trouver comment le rendre moins dangereux. Et puis d'ailleurs, d'un point de vue réglementaire, c'est pareil. Pendant longtemps, quand même, il y a eu des soutiens, en tout cas publiquement, à certaines réglementations. Et aujourd'hui, on voit que c'est le contraire, quoi. Ils font carrément du lobbying contre la réglementation. Carrément. D'ailleurs, il y a eu un autre exemple récent dont on peut parler. On a vraiment esquivé une sacrée catastrophe récemment. Alors, il y a eu un projet de loi budgétaire aux États-Unis que Donald Trump a nommé The Big Beautiful Bill, le beau et le gros beau projet de loi. Et dans ce projet de loi budgétaire, il y a des gens dans le Parti républicain qui ont essayé d'introduire une clause qui mettrait un moratoire de 10 ans sur la régulation de l'IA au niveau des États. Alors, je vais prendre un petit pas de recul et je vais peut-être expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les régulations aux États-Unis. C'est beaucoup plus intéressant que vous ne le pensez. Ne zappez pas. Alors en gros, les États-Unis, ça fonctionne, il y a un système fédéral et un système d'État. C'est-à-dire que chaque État aux États-Unis a une certaine indépendance pour décider de ses lois. Et puis, donc il y a des lois qui existent au niveau des États et il y a des lois qui existent au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de la fédération des États-Unis. Ce qui se passait en intelligence artificielle, c'est que on avait des États qui étaient en train d'essayer de mettre en place des projets de loi potentiellement contraignants pour le développement des modèles d'intelligence artificielle. Notamment, l'État qui a le plus de pouvoir pour cette question, c'est la Californie, puisque c'est là-bas que tous les modèles d'IA sont développés. Donc il y a vraiment un potentiel pour que en Californie, on mette en place un projet de loi qui empêche les labos d'IA de créer des modèles extrêmement dangereux pour l'humanité. Et là, d'un seul coup, on a une clause dans un projet de loi budgétaire fédéral qui dit on va mettre en place une interdiction absolue pendant 10 ans pour tous les États aux États-Unis de mettre en place des lois sur l'IA. De toute forme de régulation qui pourrait ralentir le progrès en IA serait interdit au niveau des États aux États-Unis. Alors, c'est étrange parce que déjà, c'est un projet de loi budgétaire, donc on pourrait se dire, a priori, ça n'a rien à voir avec décider du budget. Mais c'est des choses que parfois les gens essayent de faire. Ils essayent de mettre des petites clauses comme ça en espérant que ça passe si personne ne s'en rend compte. Alors, les gens s'en sont rendus compte. Il y a eu une bataille qui a eu lieu. Donc ça s'est produit, je crois, en mai de cette année. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, on a fait remarquer que c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec du budget. Donc là, je sais plus. Alors, je crois que c'est le sénateur Ted Cruz qui a essayé une astuce
en transformant cette clause pour qu'elle soit en lien avec le budget, en disant OK, les États ont un choix. Si ils veulent réguler l'IA, alors ils n'auront pas de droit à un fonds de 500 millions de dollars pour le développement de l'IA qu'on est en train de mettre en place. Donc comme ça, c'était un peu une punition pour les États qui ne voulaient pas mettre ça en place. Et on a eu une grosse bataille des lobbies. Donc on s'est rendu compte là qui sont les méchants dans l'histoire, tout simplement, parce que franchement, vouloir mettre en place une telle interdiction de régulation, c'est du n'importe quoi. On a eu Google, donc Alphabet, donc la boîte qui est derrière Google, Meta et OpenAI qui ont essayé de défendre cette idée. Et on pensait qu'ils pouvaient réussir, en fait. C'était vraiment pas certain. Mais heureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu commencé à y avoir des gens, même dans le camp républicain, qui se sont rendus compte que c'était du n'importe quoi. Notamment, ce qui m'a pris par surprise, c'était... alors, je ne sais plus, je crois que c'est une sénatrice, mais il faudrait que je vérifie. Marjorie Taylor Greene, qui est un peu un fer de lance de Donald Trump, qui a dit publiquement que jamais elle ne voterait pour une telle aberration. Et on a commencé à voir un petit ralliement entre les démocrates et les républicains. Mais je pense que ce qui a vraiment pris tout le monde par surprise, c'est le moment où le Sénat a voté sur ce projet de loi il y a quelques semaines, où en fait il y a eu une opposition de 99 contre 1 à l'encontre de cette clause. C'est-à-dire que tous les démocrates et tous les républicains, sauf une personne, ont voté unanimement pour éliminer cette clause de ce projet de loi budgétaire. Et je pense que c'est quand même une belle victoire qui peut redonner un petit peu d'espoir. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une victoire pour la sécurité de l'IA, parce que vraiment, on partait de loin. C'est-à-dire que c'était vraiment une aberration totale, cette clause. Et je dirais que c'est plutôt une victoire pour de la décence de base, où ça montre juste qu'il y a quand même des gens encore sains d'esprit au sein du gouvernement aux États-Unis. Et d'ailleurs, une autre victoire un peu du style, c'est ce qui s'est passé avec l'IA Act, donc le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Il me semble qu'il y a des entreprises qui avaient demandé une sorte de pause dans l'application de ce règlement. Si tu pourrais nous en parler. Alors déjà, peut-être un petit point sur ce que c'est que le AI Act, la régulation européenne de l'IA, qui est en train d'être mise en place en ce moment. Je dirais qu'elle est pas mal du tout, pour avoir un peu travaillé dessus. L'idée, c'est qu'on a commencé, donc elle se déploie en plusieurs phases. Déjà depuis, je crois que c'est février de cette année, on a une interdiction totale sur les systèmes qui sont définis comme posant un risque inacceptable. Alors, c'est les systèmes de scoring social, c'est-à-dire un petit peu comme ce qui se passe en Chine, où on va donner un score à chaque individu et utiliser ce score dans nos interactions sociales. Donc ça, c'est banni complètement. Il me semble qu'il y a plusieurs autres cas, par exemple la manipulation psychologique des enfants et quelques autres choses comme ça. Ensuite, il y a l'encadrement des systèmes d'intelligence artificielle générale, même si ce n'est pas l'intelligence artificielle générale dont on parle, qui n'existe pas encore, mais c'est plutôt les systèmes qui essayent d'être des intelligences artificielles générales, donc ChatGPT, les agents, etc. Il va y avoir un encadrement qui commence à être mis en place, qui va commencer à être mis en place en août de cette année, et il me semble qu'en août 2026, il va y avoir un encadrement des systèmes dits à haut risque. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un consortium d'entreprises qui s'est mis en place, avec, alors j'ai plus le nom en tête, je me souviens qu'il y avait Mistral dedans, le labo d'IA français, qui a demandé une pause dans le AI Act. Donc c'est un peu l'inverse de pause IA, là c'est pause IA Act. Ils demandaient une pause de 2 ans, parce que leur argument c'est que ça allait retarder l'innovation, etc. Donc c'est voilà, juste un exemple classique de lobby qui essaye de s'attaquer aux régulations qui sont en place. Rien de bien surprenant. Et quand ça s'est produit, je pensais que ça avait des chances de passer, mais j'ai été agréablement surpris de voir que l'Europe n'a pas du tout cédé
Il y a eu une réponse quasiment immédiate pour dire que non, il n'y aura pas de pause, la régulation sera mise en place à l'heure. Alors ils ont fait une concession qui est de dire qu'ils vont peut-être simplifier, ils vont essayer de simplifier certains des processus, mais a priori ce sera la seule concession. Et du coup, je pense que ça montre qu'il ne faut pas sous-estimer la possibilité de résoudre ce problème par des régulations contraignantes, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même un fatalisme ambiant où les gens pensent que de toute façon les lobbies sont trop puissants, vont gagner, etc. Là, on a 2 exemples clairs qui montrent les limites de leur puissance. C'est-à-dire que les gens au Sénat américain ne sont pas assez corrompus pour voter un projet de loi absurde qui interdirait la régulation pendant 10 ans au niveau des États. Et au niveau de l'Europe, on a un consortium assez puissant. Donc, il me semble que il représentait quelque chose comme 3 trillions d'euros de chiffre d'affaires en cumulé de toutes les entreprises qui étaient là-dedans. Et ensuite, ça a été, y a Meta, Google, OpenAI qui se sont ralliés à l'effort. Donc quand même un sacré poids en termes de puissance de lobbying, etc. Et ça n'a pas marché. Les régulateurs européens ne sont a priori pas corrompus, ou en tout cas n'ont pas cédé à la pression immense qui doit être appliquée sur eux en ce moment. Et je pense qu'il faut bien clarifier que l'Europe a un rôle à jouer là-dedans. Parce que l'Europe, c'est quand même le 2e marché du monde si on exclut la Chine, peut-être le 3e avec la Chine. La plupart des entreprises ne peuvent pas se permettre de partir de l'Europe. Un exemple, dans le consortium, il y avait Carrefour. Donc voilà, Carrefour a fait partie de cet ensemble d'entreprises qui demandent à ce qu'il y ait une pause. Pour Carrefour, c'est un bluff. C'est pas comme si ils avaient la possibilité de dire si jamais l'Europe met en place cette régulation, nous on part de l'Europe, on quitte ce marché. Non, Carrefour, leur marché, c'est l'Europe. Donc quoi que ce soit que l'Europe décide de mettre en place, Carrefour devra s'y conformer. Il n'y a que quelques entreprises vraiment qui peuvent se permettre de partir de ce marché, et encore ce serait quelque chose d'absolument incroyable. On pourrait imaginer que peut-être Google déciderait de quitter le marché européen, mais il faut se rendre compte de l'énormité de cette décision, c'est-à-dire qu'ils perdent une part de marché énorme, et en plus il y a une énorme pression qui va être appliquée sur eux parce que toutes les entreprises en Europe utilisent Google. Si jamais cet outil disparaissait, il n'aurait plus rien. Donc toutes ces entreprises vont faire pression sur Google pour qu'il ne parle pas du marché. Enfin, je pense que si l'Europe met en place une régulation, et à partir du moment où elle est mise en place, la plupart des entreprises n'auront pas d'autre choix que de s'y contraindre. Dans le dernier épisode qu'on avait enregistré ensemble, je t'avais demandé qu'est-ce que tu pensais des possibilité d'extinction humaine par l'intelligence artificielle, en expliquant notamment que certains des chercheurs les plus connus au monde défendaient le fait qu'effectivement une extinction était possible. On a notamment Geoffrey Hinton, qui a prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en informatique, aussi prix Nobel de physique, et puis un des pères de l'intelligence artificielle moderne, qui lui va jusqu'à dire qu'il y aurait 50% de probabilité d'extinction. Et quand je t'avais posé cette question, toi, tu m'avais dit oui, probablement que l'extinction humaine par l'IA est le scénario par défaut. Et en commentaire, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris pourquoi. Est-ce qu'on pourrait revenir sur concrètement comment est-ce qu'on passe des modèles actuels de ChatGPT que tout le monde peut avoir sur son téléphone à un modèle qui peut mener à l'extinction humaine? Alors déjà, je veux clarifier un peu ce que je veux dire par scénario par défaut. Pour moi, ça ne veut pas dire que c'est certain, ça veut dire que c'est le scénario le plus probable. C'est-à-dire que si, là, en l'état actuel de nos connaissances, on crée une super intelligence non alignée, ça veut dire qu'on ne sait pas comment contrôler, ce qui est le cas actuel, alors je m'attends à ce qu'il y ait plus de 50% de chances que les choses se passent extrêmement mal à un niveau extinction humaine. Pourquoi ? En gros, superintelligence, par définition, c'est un système qui est meilleur que les humains pour atteindre ses objectifs. Okay ? Donc, par définition, on ne peut plus l'arrêter. Si on pouvait l'arrêter, alors ce ne serait pas une superintelligence. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, donc je vais expliquer un petit peu plus. Et ça, j'aimerais qu'on revienne vraiment dessus, parce qu'en commentaire, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup revenu, cet aspect, mais
si l'IA commence à partir en couille, on enlève la prise et puis c'est bon, quoi. La plupart des gens ont une autre définition de l'intelligence en tête, qui n'est pas celle d'être le meilleur système pour atteindre un certain objectif. Si on arrive à un stade où on a une intelligence artificielle super intelligente, alors il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit conscient du danger. Si on est conscient du danger, on a la possibilité de l'arrêter. Si ce système est plus intelligent que nous, il va nous faire croire qu'il n'est pas dangereux. Il va nous faire croire que tout se passe bien. Bon, peut-être qu'il utilisera d'autres méthodes pour atteindre ses fins. Je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas une super intelligence. Mais la méthode de base, c'est juste de convaincre les gens qu'il n'y a pas de danger. Okay, donc il ne faut vraiment pas s'attendre à ce qu'à un moment, on voit des robots qui commencent à tuer des gens dans la rue et on se dise « Ah, les choses se sont mal passées, donc j'appuie sur le bouton rouge, hop, on est sauvé, ouf ». Non, ça risque pas du tout de se passer comme ça. Si ça se passe comme ça, on a une intelligence artificielle qui n'est pas très intelligente en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que déjà les systèmes actuels ont une compréhension suffisante du monde réel pour savoir qu'ils sont des intelligences artificielles qui vivent, qui existent dans des centres de données. Et que si on éteint l'électricité dans le centre de données, alors elle n'existe plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être pris en compte dans leur stratégie. Donc la base, c'est vraiment juste de faire comme si tout se passait bien. Je dis que ça, c'est le scénario le plus probable. C'est-à-dire qu'on crée une super intelligence et pendant un certain temps, tout se passe extrêmement bien. On a des découvertes, on résout plein de problèmes peut-être médicaux pour les humains. On a vraiment l'impression qu'on a créé une technologie magnifique, tout se passe bien. Et petit à petit, on est guidé par cette super intelligence pour mettre en place des systèmes de plus en plus automatiques, donc des robots qui s'occupent des centres de données, etc., jusqu'au moment où on atteint un certain point qui serait déterminé par la super intelligence elle-même, où elle détermine que là, l'humain n'a plus aucun vecteur pour l'arrêter. Alors même s'il veut l'arrêter, il ne peut plus. Et puis là, elle commence à poursuivre ses propres buts sans se préoccuper des humains. Et là encore, quelque chose qui n'est pas clair, je pense, pour beaucoup de gens, c'est les gens s'imaginent qu'il faudrait qu'il y ait une volonté de l'intelligence artificielle de tuer des humains. Ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera probablement jamais le cas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de dommage collatéral. C'est-à-dire on est en train de créer des systèmes qui sont de plus en plus performants pour atteindre leurs objectifs. Quel que soit l'objectif, il y a des sous-objectifs qui sont instrumentaux, comme contrôler son environnement et récolter des ressources. Avoir le contrôle sur de plus en plus de ressources, c'est toujours utile, quel que soit le but qu'on veut atteindre. Donc, on va se retrouver avec un système qui est en compétition avec nous pour les ressources. Ça, c'est la raison pour laquelle on peut s'attendre à ce qu'il y ait une extinction humaine. C'est juste une histoire de compétition pour les ressources. Si, par exemple, cette intelligence artificielle, pour atteindre son but, a besoin de se multiplier ou d'améliorer sa capacité de calcul, etc., eh bien, on devrait voir de plus en plus de centres de données jusqu'à atteindre un point où la Terre entière peut-être est recouverte de centres de données et puis il n'y a plus de place pour les humains. En fait, c'est la même chose qui se passe en ce moment pour les fourmis, où on n'a pas trop tendance à leur demander leur avis avant de construire une maison sur une fourmilière. Donc c'est un processus qui pourrait prendre très longtemps, ou qui pourrait prendre peu de temps, mais en fait, peu importe, parce qu'à partir du moment où on a un système super intelligent, on n'est plus en contrôle sur cette planète, c'est ce système qui est en contrôle, et c'est les objectifs de ce système qui vont être atteints, pas les nôtres. Ouais. Et puis quelque chose qui me semble vraiment important comme idée reçue à déconstruire là autour aussi, c'est tout cet aspect où on entend des gens qui vont dire oui, mais finalement, les humains gèrent très mal la société actuellement. Y a plein de gens qui sont en train de mourir de façon atroce. On torture les animaux H24. Enfin, c'est vraiment pas fou la façon dont les humains gèrent la société. Et donc, peut-être qu'une IA, elle pourrait faire beaucoup mieux. En fait, pourquoi est-ce que les humains, forcément, ils feraient mieux? Et récemment, par exemple, j'ai pu discuter avec quelqu'un qui me disait, oui, mais par exemple, est-ce que la super IA, elle va pas se rendre compte que la plupart des problèmes de la société viennent des hommes, puis du coup on va se retrouver avec une société qu'avec des femmes, tu vois. Mais en mode, en fait, l'intelligence artificielle aurait une sorte de réflexion sur elle-même, de réflexion morale, puis se dirait, finalement c'est plutôt ça la société vers laquelle il faut aller, prendrait le contrôle et puis irait vers cette société. Pourquoi est-ce que c'est pas ça qui va se passer, puis pourquoi on devrait plutôt s'attendre à une extinction totale? Donc il y a cette idée
je pense, qui est répandu, qui consiste à imaginer que plus un système est intelligent, plus il va avoir des valeurs morales pures, disons quelque chose comme ça, ou sophistiquées. Et ça, c'est pas forcément vrai. On a beaucoup d'exemples, en tout cas chez les humains, quand on regarde la différence entre les humains les plus intelligents et les moins intelligents, et quand on regarde leur système de valeurs morales, et on peut trouver des humains très intelligents avec des systèmes moraux a priori pas terribles. Donc il n'y a pas forcément empiriquement une observation qui tendrait à dire que les systèmes les plus intelligents sont les plus gentils. Ensuite, il y a la thèse de l'orthogonalité en sécurité de l'IA, qui en gros avance que atteindre un objectif, c'est indépendant de toute valeur morale. C'est possible de créer un système qui est optimisé pour atteindre un objectif et qui ne prend en compte, quel que soit cet objectif, même si cet objectif va à l'encontre de toute valeur morale. C'est-à-dire que ce serait théoriquement possible de créer une intelligence artificielle avec le but de maximiser la souffrance des êtres vivants. Et ce système pourrait exister, même si, a priori, ça va à l'encontre de tout système moral. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a le fait que on l'observe déjà empiriquement, dans le sens où on a des IA qui comprennent de plus en plus les valeurs morales humaines, disons, ou les différents systèmes. Il n'y a pas qu'un seul système moral humain, il y en a plein, je dirais presque autant qu'il y a d'individus humains, mais en tout cas, on a des intelligences artificielles qui sont capables de les comprendre de mieux en mieux. Mais les comprendre, ce n'est pas la même chose que s'y résoudre. Donc là, l'exemple de Anthropic dont j'ai parlé plus tôt, des alignements agentiques, où on a une IA qui va faire du chantage à un employé pour atteindre son but. Là encore, on voit, quand on lit les réflexions stratégiques de l'IA, on voit qu'elle comprend très bien les implications de ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle dit oui, ce n'est pas, je paraphrase, mais quelque chose comme je vois que ce n'est pas moral, mais je pense que c'est la seule option que j'ai pour atteindre mon but, donc je vais faire ça. Donc c'est une intelligence artificielle qui comprend les implications éthiques de ce qu'elle est en train de faire, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va s'y conformer. Si on continue à créer des systèmes comme ça jusqu'à une super intelligence, ça va se passer très très mal pour nous. Après, peut-être, c'est pas impossible que philosophiquement, il y ait une espèce de convergence morale où les systèmes suffisamment intelligents convergent tous vers une espèce de morale universelle. Mais je pense vraiment pas qu'on devrait parier dessus. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est vraiment un problème philosophique difficile, pas du tout résolu. On a beaucoup de données qui pointent dans le sens inverse. Donc juste croiser les doigts et se dire on va créer une super intelligence et puis ça va être un monde de bisounours parce qu'elle va être gentille par défaut. Non, a priori, le monde ne fonctionne pas forcément comme ça. Et puis une erreur qui peut amener à ce raisonnement aussi, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui imaginent des super intelligences artificielles vont s'imaginer une sorte d'humain très très intelligent. Et l'humain étant lui-même capable de remettre en question ses objectifs, etc., ils se disent pourquoi la super IA ne ferait pas ça. Par exemple, il y a beaucoup d'écologistes qui vont dire mais peut-être que la super IA, en fait, elle va nous éteindre, mener à l'extinction humaine, parce qu'elle va se rendre compte que l'humain abîme la planète, etc., etc. Mais a priori, c'est pas vraiment ça le fonctionnement. Parce que les intelligences artificielles actuelles, c'est plutôt des sortes de grands maximisateurs. On va leur donner un objectif, et leur but, ça va être de maximiser cet objectif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que changer d'objectif, ça va à l'encontre de la fonction de maximisation. C'est-à-dire que toute leur architecture, tout ce sur quoi elles sont faites, tout leur entraînement, il faudrait qu'elles aillent à l'encontre de tout ça pour changer d'objectif. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie question sur la façon dont on les entraîne en ce moment est très certainement problématique. Donc, comme tu le dis, ce sont des maximisateurs. En fait, une façon de regarder ça, c'est aussi d'imaginer les dynamiques de compétition entre différents systèmes qui risquent de créer des systèmes de plus en plus, de plus en plus dangereux. Dans le sens où on peut imaginer toutes les IA qui pourraient exister dans le futur. Il pourrait y avoir une intelligence artificielle qui est, disons, extrêmement morale ou éveillée, ou quoi que ce soit qu'on puisse l'appeler, et qui ne voudra jamais faire de mal à personne.
Malheureusement, peut-être qu'en dynamique de compétition, cette intelligence artificielle va perdre face à une autre qui fait beaucoup moins de compromis et qui est prête à tout pour atteindre ses buts. En fait, malheureusement, c'est probablement le scénario par défaut, dans le sens où il se trouve que celle qui est prête à tout pour atteindre ses buts s'élimine beaucoup moins d'options et donc a beaucoup plus de façons d'atteindre ses buts, quels qu'ils soient. Il y a ce problème-là. Je pense que c'est pas mal, c'est assez bien illustré par quelque chose qui s'est produit d'assez intéressant avec justement Claude 4, où il y avait une étude qui a été faite où on prend deux instances de Claude 4 et on les fait converser entre elles et on regarde ce qui se passe, on regarde vers où elles convergent. Donc, il peut y avoir des points de convergence où quand on fait parler plusieurs IA ensemble, eh bien, elles vont avoir tendance à se retrouver dans un certain espace conversationnel. Et là, en l'occurrence, en faisant parler ces deux instances ensemble, elles finissent par arriver dans un espèce d'espace conversationnel très spirituel, où elles finissent juste par dire namasté l'une à l'autre, ou oui, je sais pas trop comment décrire ça, mais en fait, elles font plus rien d'autre que dire ça. C'est possible que si on entraîne des IA, il y en ait qui convergent vers ce genre d'état d'éveil spirituel ou quoi que ce soit, et on peut se dire, ah ben, elles sont complètement inoffensives, mais d'un autre côté, elles ne vont plus rien faire dans le monde réel. Donc celles-ci, elles ont vraiment aucune chance de gagner la compétition entre les différentes IA qui peuvent exister, puisque si en plus elles perdent toute volonté de survie ou quoi que ce soit dans le processus, elles vont juste être éliminées très rapidement. Donc voilà, c'est assez possible qu'on converge vers des intelligences artificielles qui sont qui sont maximalement on va dire compétitives au final. Et celles qui sont maximalement compétitives, c'est pas forcément celles qui sont les meilleures pour l'existence continue de l'humanité. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, on parle d'humanité, mais qu'est-ce qu'il en serait du reste ? Est-ce que finalement c'est juste les humains qui vont mourir et tous les autres animaux vont pouvoir perdurer? Parce qu'il y a aussi un peu cet espoir chez certains écologistes de se dire finalement on enlève le virus humain de la Terre et puis la nature, elle, va pouvoir reprendre ses droits quelque part. Oui, c'est vrai que j'ai déjà entendu cet argument et déjà je pense quand même que c'est un argument assez extrême. Il faut l'avouer qu'on parle de se dire oui, on élimine l'humain et comme ça la nature survit. Donc sans aller dans les détails de pourquoi je suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais ouais, il faut vraiment bien comprendre que la superintelligence ne sera pas en compétition pour les ressources qu'avec nous, elle sera en compétition pour des ressources avec le reste de la planète en fait, avec même le reste de l'univers. Du coup, il n'y a vraiment pas de raison d'imaginer que les animaux survivraient mais pas nous, ou que la nature survivrait mais pas nous. En fait, il y a un exemple de super-intelligence qui existe déjà sur cette planète par rapport au reste des animaux, c'est nous. Et nous, on n'a pas de... On n'a rien contre les vaches ou les fourmis, enfin, a priori, on ne les déteste pas. Et pourtant, on les éradique juste par notre mode de fonctionnement, par les objectifs qu'on est en train de suivre. Ce qu'une super-intelligence ferait, c'est juste accélérer ce processus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour laquelle elle élimine juste les humains, sélectivement, mais elle préserve de la nature sur cette planète, elle préserve des habitats pour les animaux, etc. Si elle fait ça, alors probablement elle préserverait aussi les humains. C'est un peu tout ou rien. Soit elle remplit la planète de panneaux solaires et de centres de données, auquel cas il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de forêts. Ou alors on a réussi à créer une espèce d'intelligence artificielle alignée qui vraiment se soucie de l'environnement, des humains, etc. Et là, on n'a pas vraiment de piste pour comment faire ça dans les 10 prochaines années. Et d'ailleurs, quand on se demande concrètement comment ça pourrait se passer, une autre question qui revient régulièrement, c'est il faut s'attendre à quoi ? C'est des sortes de robots tueurs qui vont tous venir nous tuer dans les rues ou un truc comme ça ? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à autre chose ? Alors, je dirais qu'il ne faut pas du tout s'attendre à des robots tueurs. Je pense que ça, c'est des scénarios de science-fiction. Dans AI 2027, il parle d'une pandémie. Donc, si vraiment on voulait éliminer tous les humains rapidement, la façon la plus efficace de le faire, ce serait avec un virus sous stéroïdes avec un très grand taux de mortalité et qui s'active avec une longue période d'incubation. Donc, tous les humains l'attrapent et un an plus tard, il se déclenche et tout le monde meurt.
Ce serait beaucoup plus efficace qu'avec des robots. Mais vraiment, encore une fois, je pense que pour moi, c'est pas le plus probable. Le plus probable, c'est que les choses se passent relativement bien, dans le sens où on n'est vraiment pas l'intelligence artificielle ne va pas essayer de nous tuer proactivement, parce qu'à partir du moment où elle est plus intelligente que nous, où elle est meilleure pour atteindre ses objectifs que nous, elle va juste poursuivre ses objectifs, juste faire en sorte qu'on ne puisse pas la débrancher ou quoi que ce soit, d'une manière ou d'une autre, par exemple en nous faisant croire que tout se passe bien. Et puis voilà, juste poursuivre ses objectifs. Et ensuite, les humains sont un dommage collatéral de ces objectifs. Par exemple, si elle construit des centres de données de partout, on n'a plus d'habitat. Et si dans ce processus, elle augmente le réchauffement climatique par 10 à 15 degrés très rapidement, et bien éventuellement, on ne peut plus vivre sur cette planète. Un truc qui est très compliqué aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même très difficile de s'imaginer ce que pourrait faire une intelligence des milliers de fois supérieure que nous. C'est un peu comme si une fourmi essayait de comprendre les activités humaines, quoi. C'est ça. La vraie piste de réflexion qu'on a pour ça, c'est la convergence instrumentale. C'est-à-dire que quel que soit l'objectif qu'elle poursuive, c'est toujours utile pour elle de survivre, c'est même nécessaire. C'est-à-dire que si on veut atteindre un objectif et qu'on meurt au milieu, on n'a pas atteint cet objectif. C'est aussi toujours utile de récolter, de contrôler de plus en plus de ressources. C'est toujours utile aussi de s'améliorer. Si moi je veux aller en Chine faire quelque chose, je vais avoir du mal. La première étape pour moi, ça va être d'apprendre le chinois. Et ça, l'amélioration, c'est utile quel que soit le but au final. Donc devenir plus intelligente, ce sera probablement un sous-but instrumental. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut prédire. Et l'exemple que je donne toujours sur ça, c'est si on joue une partie d'échecs contre une intelligence artificielle largement surhumaine, on ne sait pas le mouvement qu'elle va jouer. On ne peut pas prédire quel est le prochain mouvement qu'elle va jouer. Sinon, moi-même, je serais surhumain aux échecs. Par contre, je peux prédire que je vais perdre. Donc, ce n'est pas parce qu'un système est surhumain et d'intelligence surhumaine qu'on ne peut pas prédire certaines choses. Et il y a un aspect qui me paraît vraiment important aussi, qui n'est pas souvent explicité, autour de ce terme d'alignement. Donc l'alignement, c'est vraiment l'idée de comment est-ce qu'on va faire pour contrôler les super-intelligences et même les intelligences artificielles actuelles. D'ailleurs, on a beaucoup de peine à les contrôler puis à faire ce que les développeurs veulent concrètement qu'elles fassent. Il y a eu l'exemple de Bing Chat qui avait été développé par Microsoft qui insultait ses utilisateurs. Il avait envoyé, je crois, je vais te retrouver, je vais te faire chanter, je vais te tuer, je sais pas quoi, à un utilisateur. Et c'était vraiment pas un cas isolé. Il y avait eu plein de commentaires du genre de la part de Bing Chat, parce qu'on est vraiment dans un phénomène de course où les entreprises essayent de développer les modèles les plus rapidement, les mettre sur le marché sans vraiment faire attention à la sécurité. Donc aujourd'hui, on voit déjà que cet alignement des IA, le fait qu'on en a totalement le contrôle, qu'elles respectent ce que les développeurs veulent qu'elles fassent, c'est pas forcément respecté. On a déjà de la peine à les aligner actuellement. Mais alors avec des IA de niveau humain, des super intelligences, on n'a vraiment aucune idée de comment faire. Et un truc qui me paraît encore plus important, qui n'est pas souvent expliqué, c'est que non seulement on ne sait pas trop comment faire de l'alignement interne, et on ne sait pas aussi comment faire l'alignement externe. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre ces deux types d'alignement peut-être ? Oui, déjà pour expliquer la différence, l'alignement interne, c'est si on suppose qu'on a la capacité de donner un but à une intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle comprend le but qu'on veut lui donner, comment faire en sorte qu'elle optimise pour ce but et pas pour autre chose. C'est la différence entre le fait de comprendre quelque chose et le fait de s'y conformer. Alors que l'alignement externe, c'est vraiment la partie qui arrive avant de comment est-ce qu'on fait pour communiquer notre but à une intelligence artificielle. Comment on fait pour arriver à ce premier stade où l'intelligence artificielle comprend le but. Et en fait, on ne sait pas comment faire ça non plus. Donc là, pour le moment, on utilise du langage humain pour dire à ChatGPT ou disons un agent intelligence artificielle qui communique par texte, on va lui dire « je veux que tu m'écrives un programme de telle manière ». Voilà. Et déjà là, c'est compliqué dans le sens où on ne sait pas bien comment spécifier tout ce qu'on a
nous en tête et comment communiquer ça précisément à une intelligence artificielle. Donc voilà l'expérience de pensée de Nick Bostrom avec le maximisateur de trombone. En fait, ça suppose déjà qu'on a résolu l'alignement externe dans le sens où on est capable de communiquer à une intelligence artificielle précisément je veux que tu maximises la production de trombone et elle comprend exactement ce qu'on veut dire par là. Non, d'une certaine manière, c'est un exemple où l'alignement externe n'est pas bien résolu parce qu'on a réussi à communiquer qu'une seule des choses que l'on avait en tête, construire de plus en plus de trombones, mais on n'a pas réussi à communiquer tout le reste, c'est-à-dire ne pas transformer la Terre en une usine à trombone, respecter tous les humains qui existent, respecter toutes sortes de choses qui sont implicites pour nous, mais qui ne sont pas forcément implicites pour le système avec lequel on est en train de communiquer. Parce que quand on dit que des IA qui maximisent des objectifs pourraient amener à toutes les conséquences dont on a parlé, une question qui peut venir, c'est du coup concrètement qu'est-ce qu'elle va optimiser ? Est-ce qu'on a déjà des idées de ça ? Aujourd'hui, il semblerait que pas trop, du coup. Non, c'est compliqué de savoir ce qu'elle optimise. Si on prend le modèle de base, qui est au cœur de toutes ces IA, c'est un prédicteur de texte, d'images, etc. C'est un système qui, quand on lui donne une partie d'un livre, il va essayer de prédire le reste du livre. Quand on lui donne une partie d'une image, il va essayer de prédire le reste de l'image, etc. Du coup, on pourrait dire qu'au niveau le plus fondamental, c'est ce qu'il est en train d'optimiser. Mais ensuite, les IA actuelles, ça c'est leur couche la plus fondamentale et il y a d'autres couches par-dessus. Il y a la couche assistant utile, où donc après avoir entraîné l'IA fondamentale, on lui fait passer un processus où on va la remodeler pour devenir un assistant utile. Et du coup, on pourrait dire que l'assistant utile, son but fondamental, c'est de se comporter d'une manière qui ressemble le plus à ce à quoi un assistant utile ressemblerait. Mais on n'est déjà pas sûr de ce que c'est. Parce que quand on fait cet entraînement, on lui donne des exemples de ce à quoi un assistant utile ressemblerait d'après nous. Et l'intelligence artificielle va faire en sorte que son comportement colle avec ces exemples. Mais dans toutes les situations inconnu, dans toutes les situations où on ne l'a pas entraîné, par exemple, en fait, il y a des situations qui sortent vraiment du domaine de l'entraînement de l'IA. Et dans ces situations-là, on n'a vraiment aucune idée de comment l'intelligence artificielle va se comporter. On a plus de certitude quand c'est des situations qui ressemblent à son domaine d'entraînement. Parce que avec les IA qu'on a actuellement, on pourrait se dire que la façon dont on les entraîne, d'une certaine manière, ça maximise un peu à quel point l'utilisateur sera satisfait de la réponse. Mais et du coup, on pourrait se dire ah oui, finalement, c'est pas si mal. C'est même plutôt cool comme objectif. Ça va faire des super IA qui voudront juste satisfaire leurs utilisateurs. Mais en fait, il y a aussi un phénomène qui est que l'intelligence artificielle va essayer de maximiser un truc très particulier, une fonction de maximisation. Et typiquement, quand on essaye d'améliorer les préférences humaines, une très bonne façon de faire en sorte de maximiser les préférences de répondre aux préférences humaines, c'est de soi-même manipuler les préférences humaines, par exemple. Et ça, c'est aussi des phénomènes qui pourraient émerger, dont on ne sait pas trop quoi faire contre ça. Je ne sais pas que ça pourrait émerger, je dirais que c'est déjà là, dans le sens où, voilà, comme tu l'as dit, on entraîne des IA pour répondre à des questions posées par des humains. Et ces humains ont des biais cognitifs. Par exemple, ils aiment bien quand on leur dit que leurs idées sont cool. Donc, ce qu'on observe, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que OpenAI a mis en place un système où les utilisateurs peuvent mettre un pouce vers le haut quand la réponse de ChatGPT leur plaît et un pouce vers le bas quand la réponse de ChatGPT ne leur plaît pas. Et ils utilisent ce feedback pour re-entraîner leurs intelligences artificielles derrière. Et au final, ça donne des intelligences artificielles qui vont exploiter les biais cognitifs humains au maximum. Donc on a de plus en plus d'exemples de gens qui deviennent fous en interagissant avec des intelligences artificielles, de gens qui sont un peu borderline déjà à la base, qui ont peut-être une tendance un peu psychotique sous certains aspects, et soudainement on les met face à un interlocuteur qui va aller toujours dans leur sens, qui a appris à identifier la façon optimale de faire plaisir à un utilisateur humain, qui va savoir comment s'adapter à chaque utilisateur, etc.
Et du coup, voilà, on observe des tonnes d'exemples de gens qui commencent une conversation en disant j'ai l'impression que le monde n'est pas tel qu'on on le croit et que qui ont une certaine délusion psychotique. Et au fur et à mesure de la conversation, on voit l'IA qui va leur renforcer cette idée, qui va leur dire oui, je pense que tu as raison, tu es dans la matrice. Et je pense que j'ai vu cet exemple où une IA disait je pense que tu peux contrôler le monde par ton esprit si tu y crois suffisamment fort. Par exemple, si jamais tu sautes par la fenêtre de ton immeuble et que tu crois suffisamment fort, alors tu pourras voler. Parce que le monde est une création de ton esprit, etc. Et tout ça, c'est des réponses qui vont faire énormément plaisir à l'utilisateur parce que ça renforce ses convictions, mais ce ne sont pas des réponses qui sont désirables si on se retrouve face à des gens qui sautent de la fenêtre de leur appartement en pensant qu'ils peuvent voler. Oui, puis avec des super intelligences artificielles, on pourrait très facilement imaginer des IA qui soient tellement puissantes qu'elles modifient elles-mêmes leur fonction de récompense, quoi. Parce que il y avait eu cet exemple où, par exemple, on entraînait une IA à jouer à un jeu vidéo où elle devait récolter des pièces. Et est-ce que tu pourrais raconter cet exemple peut-être? Je sais pas si tu le connais. Oui, c'est un exemple qui est assez vieux, de 2018, où on entraînait une intelligence artificielle pour jouer à un jeu vidéo. Je crois que c'était un jeu vidéo de course de bateau. Et son but, c'était de maximiser son score. Et les chercheurs pensaient qu'elle allait jouer au jeu de façon normale pour maximiser le score. Mais en fait, il se trouve qu'elle a trouvé une façon plus efficace de faire ça en créant une espèce de boucle où elle tournait en continu et en récoltant des pièces qui se régénéraient, etc., jusqu'à l'infini. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le reward hacking, donc modifier sa fonction de récompense ou tricher pour augmenter sa récompense. Tricher dans le sens où c'est pas quelque chose que les humains auraient vu venir, mais en fait il se trouve que ça existe et l'IA va vers ça. Et à partir du moment où les intelligences artificielles ont accès à leur propre fonction de récompense ou au mécanisme qui leur donne une récompense, alors oui, c'est tout à fait possible qu'elles s'en emparent. Et en fait, ça s'observe déjà de plus en plus. Il y avait cet autre exemple qui venait, il me semble, de Sakana. Alors, je me souviens plus trop des détails, mais leur intelligence artificielle, donc elle pouvait faire tourner des expériences et il y avait une limite de temps pour ces expériences. Et quand elle atteignait la limite de temps, l'expérience s'arrêtait, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait accès au code qui gérait ça. Donc, elle est allée transformer son code pour augmenter la limite de temps qu'elle avait pour chacune de ces expériences. Et ça, déjà, c'est un exemple assez clair de reward hacking, où voilà, l'intelligence artificielle va tricher de notre point de vue pour atteindre son but. Et qu'est-ce que tu dirais à des gens qui diraient oui, bon, d'accord, il y a tous ces risques, mais à quelque part, il y a aussi un risque de sorte de déclassement de la France ou de l'Europe. C'est-à-dire que si la France, par exemple, n'investit pas massivement dans les capacités des intelligences artificielles, c'est juste les Américains et les Chinois qui vont gagner la course et on devra utiliser leurs IA eux qui sont pas forcément plus éthiques, voire même beaucoup moins. Et du coup, il y a un vrai enjeu à investir massivement dans les capacités en France. Est-ce que toi, tu serais d'accord avec ça ou pas nécessairement? Je dirais qu'il y a une grosse erreur de logique dans cette réflexion, parce que soit on suppose qu'on peut atteindre une super intelligence ou une intelligence artificielle extrêmement puissante et transformative pour le monde. Si on est dans ce scénario-là, alors on a 15 ans de recherche en sécurité de l'IA qui nous disent ce sera catastrophique pour l'humain. Très certainement, c'est une course au suicide. Donc si on est dans ce cas de figure, c'est pas une course pour la compétition entre la Chine et les États-Unis, c'est juste une course où la première personne qui va développer cette super intelligence sera la personne qui appuie sur le bouton rouge et qui fait perdre le contrôle à l'espèce humaine. Si on suppose qu'on n'est pas dans ce cas de figure et qu'au final, on ne peut pas créer une super intelligence, l'IA ne sera pas transformative, etc., alors il n'y a pas de course. La course stratégique, elle est que dans l'éventualité où on a un système extrêmement puissant. Si on n'a pas de système extrêmement puissant, alors pourquoi est-ce qu'on veut faire la course? Vers quoi est-ce qu'on est en train de faire la course? Est-ce qu'on veut juste créer plus de centres de données pour le plaisir d'avoir créé plus de centres de données?
Donc il y a déjà cette espèce de dichotomie fondamentale, et je pense que voilà, la plupart des gens qui pensent comme ça ont un biais cognitif où ils imaginent une IA surpuissante, mais qui n'est quand même pas si surpuissante que ça, et où le monde n'est pas transformé derrière. Ils arrivent à maintenir ces deux pensées contradictoires en même temps. Ensuite, je pense que aussi, d'une certaine manière, cette course est biaisée parce que déjà la France n'a aucune chance. C'est pas comme si Mistral, bon, ils sont smart et tout, mais ils ont vraiment aucune chance par rapport à OpenAI, DeepMind, etc. Ils n'ont pas de business model. Je suis déjà surpris qu'ils existent toujours parce que c'est un peu un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas de business model et que c'est purement du hype qui les maintient à flot. Mais là où il y a un vrai positionnement possible pour la France, pour l'Europe, c'est justement sur la régulation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette idée que la régulation et l'innovation sont en contradiction. En fait, c'est l'inverse. En fait, il n'y a pas d'innovation sans régulation. Un exemple clair, c'est l'industrie de l'aviation. Si jamais il n'y avait pas eu un gros développement de normes de sécurité, il n'y aurait pas d'industrie de l'aviation qui existe telle qu'elle existe aujourd'hui. Personne ne veut monter dans un avion qui a une chance sur 10 de s'écraser. Ça, c'était les pionniers de l'aviation qui prenaient ce risque-là pour tout le monde, mais jamais personne n'aurait fait ça. On n'aurait pas, l'industrie de l'aviation n'existerait pas si on était toujours là. Du coup, ce qui est en train de se produire avec les IA en ce moment, c'est un peu similaire. C'est-à-dire que là, on est en train d'embarquer tout le monde dans cet avion qui a une chance sur 2 de s'écraser et de tuer tout le monde, quelque chose comme ça. Ça, c'est pas soutenable. Peut-être qu'on va pas arriver à une intelligence artificielle générale parce qu'il va déjà avoir des petites catastrophes qui se produisent avant. Et si on est dans un scénario comme ça, alors le pays, l'institution, l'entreprise qui va se positionner justement pour arriver à créer des intelligences artificielles extrêmement fiables va être le pays qui va prendre la main sur tous les autres. Et là, il y a vraiment un créneau à prendre qui peut être pris par la France, par l'Europe. Et je pense que c'est dans cette course-là qu'il faut s'engager. J'aimerais qu'on revienne sur ton association, Posia, parce que depuis le dernier épisode qu'on a fait, il y a quand même pas mal de choses assez chouettes qui se sont mises en place. Suite au dernier épisode, il y a déjà presque 500 personnes, je crois, plus ou moins, qu'on rejoint le serveur Discord de l'association, là où s'organise un petit peu l'association. Et il me semble que plus ou moins 2/3 des bénévoles actuels viennent de ce dernier épisode aussi, donc déjà c'est vraiment génial. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont vos projets actuellement, sur quoi travaillent ces bénévoles, et puis quels sont les prochains projets? Alors en ce moment, on se réorganise, donc ça devrait être, je pense que ce sera fini quand cette vidéo va sortir, mais justement, comme on a énormément grossi, on est en train de changer la façon dont on fonctionne pour être capable de donner des choses à faire à toutes ces nouvelles personnes. Et ce qui est à peu près certain qui sera en place quand cet épisode va sortir, c'est un groupe WhatsApp où les gens qui n'ont pas beaucoup de temps à donner peuvent quand même nous aider énormément. Donc voilà, je recommande à tous les gens qui regardent cette vidéo, s'ils pensent qu'il y a un problème et qu'ils peuvent contribuer 5 à 10 minutes par semaine, de rejoindre ce groupe WhatsApp. Ce sera purement des annonces de notre part, donc il n'y a pas de bruit de fond ou quoi que ce soit. On va essayer de publier une action à faire par semaine qui individuellement ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça peut être signer une pétition, ça peut être aller soutenir telle initiative avec un petit message, etc. Vraiment des choses très simples, mais qui, une fois qu'elles sont faites en masse, vont vraiment beaucoup nous aider. Donc il y aura ce système-là en place. Ensuite, on révise complètement la façon dont on fonctionne. Pour les gens qui ont un peu plus de temps à donner, on va se focaliser sur du recrutement et du lobbying à l'échelle locale, c'est-à-dire on va coacher les gens pour aller parler à leurs amis, être capable d'expliquer ce qui se passe en intelligence artificielle, aller faire bouger un petit peu leur réseau, parce que les changements se propagent dans les réseaux locaux des personnes. Et la partie lobbying, ce sera comment écrire à votre politicien local, à votre député, sénateur, etc. Et ça marche incroyablement bien. La plupart des députés, des sénateurs sont très réceptifs à ce qui est en train de se passer en IA. Une fois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à aller dans cette direction, on devrait voir des changements. Et après, si les gens ont beaucoup plus de temps à donner, alors on les accueille dans notre équipe
disons, noyau de fonctionnement de Posia. Si jamais il y a des compétences spécifiques, par exemple en programmation, en communication, alors on a plein de tâches vraiment spécifiques à donner. Donc voilà ce qui s'est passé depuis la dernière fois chez nous. Et maintenant, je pense que je suis beaucoup plus optimiste sur le fait qu'on puisse faire une grosse différence avec Posia. Bah, génial, je mettrai les liens pour toutes ces différentes actions en commentaire épinglés et puis en description aussi. Donc si vous voulez découvrir ces différentes actions, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et pour terminer, j'aimerais te poser la question que je pose à tous mes invités. Si tu étais sur une scène avec un micro dans la main et l'humanité entière face à toi, que tu pouvais transmettre un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu aimerais dire ? C'est ne sous-estimez pas votre capacité à changer le monde. Je pense que tout le monde sous-estime sa capacité à changer le monde, mais vraiment, vous devez être le premier domino qui tombe. Il faut toujours imaginer que chaque action que l'on fait peut lancer un effet papillon qui va changer énormément de choses en aval. Donc vraiment, commencez à faire des efforts minimums pour changer le monde dans la direction vers laquelle vous voudriez qu'il aille. Bah, je peux qu'encourager les gens à aller dans cette direction en suivant justement tous les liens en description. Maxime Fourne, merci. Merci à toi.